Sud Radio, avec Michel Cardoz. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec les auditrices et les auditeurs de Sud Radio. Vous êtes, je le rappelle, conseillère régionale dans le Nord-Pas-de-Calais, députée européenne, présidente du Front National et candidate aux élections présidentielles de 2012. Si vous étiez députée à l'Assemblée nationale, je suppose que vous auriez mêlé mardi votre voix à celle de l'UMP refusant le mariage homosexuel. Je me trompe? Non. Non, vous ne vous trompez pas. Effectivement, depuis de nombreuses années, nous indiquons que nous sommes contre le mariage homosexuel. Nous pensons que le mariage doit être réservé à l'union entre un homme et une femme, que c'est une des bases, il nous semble, de notre société, et que toucher à cela risquerait de changer en profondeur non seulement notre société, mais presque notre civilisation, puisque cette modification entraînerait, je le crois, toute une série de revendications communautaristes visant à adapter notre droit à d'autres cultures et à d'autres civilisations. Vous avez même parlé de polygamie, c'est pas un petit peu exagéré? Non, parce que l'objectif, je n'ai pas évidemment fait de comparaison entre, contrairement à ce qui a été rapporté par un certain nombre de journaux, entre homosexualité et polygamie. J'ai fait une analyse juridique en disant que si l'on changeait la loi du mariage, eh bien, on serait face demain à des revendications de groupes politico-religieux qui sont beaucoup plus puissants d'ailleurs que les lobbies homosexuels et qui réclameraient eux aussi qu'après tout, si un mariage peut se faire entre deux femmes ou entre deux hommes, pourquoi ne pourrait-elle pas se faire entre un homme et plusieurs femmes ou une femme et plusieurs hommes? Je veux dire, à partir du moment où on change la loi, où on ouvre une brèche, eh bien, il y a toute une série de gens qui probablement auront la volonté très rapidement de s'engouffrer dans cette brèche et de changer radicalement les règles du mariage. Mais vous ne pensez pas que sur un certain nombre de questions comme celle-là, l'évolution de la société est irréversible et que, comme pour le Pacs il y a 12 ans, le mariage entre homosexuels se fera, au fond c'est ce que Madame Bachelot pense. Vous ne pensez pas la même chose? Non, je ne le crois pas. Je crois que le Pacs existe, il ne s'agit pas d'ailleurs de le remettre en cause, il a répondu à un certain nombre de préoccupations. Il faut bien admettre que d'ailleurs 95% des gens qui sont pacsés ne sont pas des homosexuels, il n'y a que 5% des pactes qui concernent les homosexuels. On peut donc se dire que peut-être l'immense majorité des homosexuels ne réclamaient pas le pacte et probablement l'immense majorité des homosexuels ne réclament pas le mariage homosexuel. Vous savez, il y a beaucoup d'homosexuels qui veulent le droit à l'indifférence et qui ne réclament pas une égalité des droits en cette matière. Je pense que ces réclamations sont portées en réalité par des minorités agissantes qui réclament des droits supplémentaires, mais dont on s'apercevrait vite qu'elles ne remplissent aucune réclamation, aucune demande réelle de la part des homosexuels. Est-ce que vous êtes opposé ou favorable, comme un ancien ministre de l'Intérieur socialiste depuis hier l'a proclamé, Daniel Vaillant, favorable ou opposé à la dépénalisation du cannabis? Non, je suis très opposé à la dépénalisation du cannabis, comme d'ailleurs de très nombreux et de très grands criminologues. Je vous rappelle que les grands criminologues français, par exemple M. Roffer ou M. Boer, sont tout à fait opposés à la dépénalisation de ces drogues, et ils l'expliquent d'abord parce que la nature de ces drogues a changé et qu'elles sont beaucoup plus nocives aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans, et parce que partout où la dépénalisation des drogues a été autorisée, eh bien en réalité on a assisté à une explosion, à une diffusion massive de cette drogue qui a touché beaucoup plus de personnes que c'est le cas aujourd'hui. Or, il faut admettre que la drogue est dangereuse, qu'elle touche au système nerveux, et particulièrement si elle est consommée par des jeunes. Donc je crois que la lutte contre la drogue est un élément essentiel de la sécurisation de notre pays et de la préservation des populations. Je trouverais quand même assez absurde qu'on se lance depuis des années dans des grandes campagnes contre l'alcool qui, effectivement, lorsqu'on en abuse, est mauvais également pour la santé, pour dépénaliser la drogue, qui est mauvaise dès la première prise, en quelque sorte. Enfin, on observe, enfin en tout cas plusieurs observateurs le font, que sur ces questions, vous ne faites pas très moderne, contrairement à l'image que vous souhaitez cultiver. Est-ce que vous ne craignez pas cette image pas très moderne, justement? Oui, moi je réfute l'idée même portée par un certain nombre de moralisateurs que dépénaliser la drogue soit moderne. Je trouve que c'est un retour, au contraire,
une régression absolue que d'envisager de ne pas protéger la population contre la prise de drogue. Donc ça dépend savoir ce qui est moderne ou pas. Vous savez, pendant longtemps on nous a dit mais la mondialisation, etc. c'est moderne, l'ouverture des frontières, c'est moderne. Et ben on s'aperçoit que tout cela a entraîné une régression sociale et économique massive. Alors attention à ce que l'on considère comme moderne ou non moderne. Moi, ce terme m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre l'intérêt des Français et de la France. Voilà. Et je ne m'attache pas à ce qu'un certain nombre d'élites considèrent comme moderne ou non. Alors, à propos d'une autre question dite de société, vous demandez le déremboursement de l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que c'est bien raisonnable ou est-ce que vous ne craignez pas de heurter une partie de la population ? Non, je ne le crois pas. Je crois que ça participe d'une prise de conscience de l'acte de l'avortement. Je vous signale qu'aujourd'hui, il y a toute une série de médicaments qui sont essentiels au bien-être, notamment de personnes âgées, toute une série d'actes de radiographie qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale. Et je disais donc qu'il m'apparaissait que l'avortement pouvant être évité par la prise de contraceptifs oraux et autres, eh bien, il m'apparaissait qu'en ces temps de restriction, il était plus normal de dérembourser l'avortement que de dérembourser des actes de radiographie classiques ou des centaines de médicaments dont nos malades et nos personnes âgées ont besoin. Une dernière question avant le nucléaire, avant de passer au nucléaire. Est-ce que vous êtes finalement pour ou contre le rétablissement de la peine de mort ? Essayons d'être clairs. Clairement, je pense que le peuple français doit être interrogé sur ce sujet avec un choix très clair, soit le rétablissement de la peine de mort, dont on s'aperçoit que la disparition a entraîné un effondrement de l'échelle des peines, soit la mise en place d'une perpétuité réelle, véritable, pas limitée à 30 ans ou à 20 ans, parce que il est aujourd'hui insupportable de voir des multirécidivistes réitérer leurs crimes de manière récurrente et relâcher des gens dont on sait que ce sont des prédateurs et des assassins et qu'ils vont recommencer à s'attaquer à des enfants ou à des personnes âgées. Aujourd'hui, je crois que les Français ne supportent plus cette situation. Je pense qu'il faut donc, dans le cadre d'un référendum, leur poser cette question du choix entre le rétablissement de la peine de mort et l'établissement d'une perpétuité réelle. C'est clair. Alors, par contre, on a l'impression que sur le nucléaire, vous sentez un peu le vent, mais il souffle d'un autre côté de la société, et vous rejoignez les Verts. Vous proposez un référendum de manière à ce que la population choisisse, là aussi, la sortie du nucléaire, comme en Italie. J'ai pas proposé un référendum, j'ai dit qu'il m'apparaissait qu'il serait légitime qu'il y ait un grand débat national. Vous me dites de manière un peu péremptoire que nous suivons les Verts. Je vous rappelle que le Front National, le premier colloque qu'il a organisé en 1979 était sur les dangers du nucléaire. Donc vous voyez que ça n'est pas aujourd'hui que nous nous intéressons à ce danger intrinsèque qui est celui de l'utilisation du nucléaire. Mais ce que je dis, c'est que ceux qui, comme les Verts, réclament l'arrêt du nucléaire, nous vendent du vent. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui d'énergie de substitution. Et il faut donc continuer à investir le temps que la recherche trouve une énergie de substitution. Il faut continuer à investir dans la sécurisation des centrales nucléaires, dans le retraitement des déchets nucléaires, ce que les Verts refusent, et ce qui est une absurdité. On pourrait trouver, si ça se trouve, on va trouver une énergie de substitution dans 50 ou dans 100 ans. Est-ce que d'ici là, il faut laisser nos centrales nucléaires en décrépitude, avec effectivement tous les dangers qui seraient liés à cette absence d'investissement dans la sécurité et dans le retraitement des déchets? Marine Le Pen, vous nous avez dit ici que les bas salaires entraînent l'emploi des immigrés et qu'il faudrait obliger le patronat à augmenter ses bas salaires pour qu'il y ait moins d'immigrés en France. Comment faire pour obliger le patronat, comme on demandait autrefois d'ailleurs à Georges Marchais, qui cultivait à peu près le même discours que vous? Comment faire, en effet? Vous prenez le problème à l'envers. En réalité, c'est l'immigration qui est utilisée par les patrons pour peser à la baisse sur les salaires. Selon un principe d'ailleurs qui est évident, le marché du travail, comme son nom l'indique, est un marché. Ça veut dire qu'il fonctionne avec l'offre et la demande. Plus il y a de demandeurs d'emploi et peu d'offres d'emploi, et plus évidemment les enchères se font à la baisse. Et les patrons ayant le choix
de faire pression vont prendre ceux qui acceptent de travailler à très bas coût, c'est-à-dire au SMIC s'ils sont en situation légale, et parfois même bien en dessous lorsqu'ils sont en situation illégale et traités comme des esclaves. Par conséquent, en limitant l'immigration, donc en limitant le nombre de demandeurs d'emploi, eh bien, automatiquement, le marché de l'emploi, de l'offre et de la demande va entraîner une augmentation des salaires. C'est un peu ce qui s'est passé il y a quelques années aux États-Unis, où il y avait effectivement plus d'emplois que de demandeurs d'emploi. Automatiquement, les salaires ont monté. Et selon une étude de 2010, 1% d'immigration en plus, c'est 1% de salaire en moins. Bon, je n'ai pas le temps de vous poser d'autres questions, mais je vous souhaite une bonne journée, Marine Le Pen. Je rappelle que vous êtes présidente du Front National et candidate au présidentiel 2012. Bonne journée. Au revoir. Merci Marine.